J'ai toujours cru que le cinéma était un rêve partagé, un monde où les illusions se mêlent à la réalité comme un bon Bordeaux à un plat de fromages affinés. Mais ce soir-là, à la fête de la musique, alors que les rues de Paris vibraient au rythme des accordéons et des guitares, j'ai surpris Lara dans les bras d'Étienne Moreau, le réalisateur en vogue qui promettait de la propulser vers les sommets. Mon cœur s'est serré comme un accordéon mal accordé, et j'ai su que notre histoire, tissée de rires autour de baguettes croustillantes et de promenades le long de la Seine, venait de basculer dans l'ombre. J'étais Fabrio Laurent, un ancien spécialiste des effets spéciaux qui avait passé des années à créer des illusions pour des productions modestes à Brie-sur-Marne, ces studios où l'on fabriquait les rêves français sans le faste hollywoodien. Lara et moi nous étions rencontrés à l'université de Paris, lors d'un atelier théâtre où elle, avec ses yeux pétillants, récitait Molière comme si les mots dansaient sur sa langue. Nous avions construit notre vie ensemble, des matins paresseux avec des croissants tièdes et du café serré, des soirées à discuter de scénarios sous les lumières tamisées des bistrots du Marais. Elle aspirait à la gloire, à ces rôles qui font vibrer les critiques du cahier du cinéma, et j'étais fier de la soutenir, même quand mes propres projets s'essoufflaient après un licenciement discret pour optimisation budgétaire. Ce fut lors du Festival de Cannes, en mai, que tout s'emballa. Lara avait décroché un rôle secondaire dans le nouveau film d'Étienne Moreau, un drame intimiste sur l'amour perdu, ironie du sort. Étienne, avec son charisme de vieux lion et ses anecdotes sur les plateaux de Truffaut, l'avait approché lors d'une projection privée. Je l'avais vu changer, ses retours tardifs après les répétitions, ses textos effacés à la hâte, ses silences quand je parlais d'avenir. Un soir, après une soirée arrosée de rosée provençale, elle m'avoua qu'elle se sentait vivante à nouveau, comme si notre routine parisienne l'étouffait. « Fabrio, c'est juste le rôle qui m'exalte », murmura-t-elle, mais ses yeux fuyaient les miens. Je n'ai pas crié, pas brisé de vaisselle comme dans ces films que nous aimions. Au lieu de cela, j'ai souri, l'ai embrassé tendrement, et suis sorti marcher le long des quais, où les péniches glissaient comme des souvenirs flous. Le lendemain, feignant l'enthousiasme, je me suis proposé pour aider sur le plateau. Après tout, mes compétences en effet pouvaient servir pour une scène clé, un accident simulé dans une poursuite en voiture à travers les ruelles de Lyon, où se déroulaient les extérieurs. Étienne accepta avec un clin d'œil complice, ignorant que je venais de franchir une ligne invisible. Tandis que Lara répétait ses lignes avec passion, je fouillais discrètement les plans techniques, notant les faiblesses, un câble mal sécurisé pour l'effet pyrotechnique, un timing précis pour la cascade. Mon esprit bouillonnait, non de rage aveugle, mais d'une tristesse acérée, comme le tranchant d'un couteau à huître. Les jours suivants, je rentrais tard, prétextant des consultations freelance pour une pub sur le Tour de France. En réalité, je passais des nuits blanches à esquisser des modifications subtiles, un ajustement minime dans le système de freinage factice, assez pour dérailler la scène sans risque réel, mais suffisant pour exposer les négligences d'Étienne. Lara, absorbée par ses auditions, ne remarqua rien, elle me parlait de lui comme d'un mentor, de ses idées géniales pour son personnage. Il voit en moi une nouvelle Bardot, disait-elle en riant, et je hochais la tête, masquant le pincement au cœur. Un appel d'un ami, Pierre, un cadreur que j'avais croisé à la Sorbonne, confirma mes soupçons, il les avait vus ensemble, enlacés, dans un hôtel discret près de la Croisette. Désolé, vieux, mais c'est clair comme de l'eau de roche. La veille du tournage de la scène fatidique, nous dînâmes en famille ou ce qu'il en restait avec Marie, la sœur de Lara, venue de Bordeaux avec une bouteille de son vin préféré. Autour de la table, sous le portrait de nous deux à Pâques dernier, nous parlâmes de tout sauf de l'essentiel, des vacances à la mer, des crêpes bretonnes qu'elle nous cuisinerait. Lara était radieuse, touchante dans sa vulnérabilité, et pour un instant, j'oubliais tout. Mais au moment de nous coucher, alors qu'elle s'endormait contre moi, je sentis la trahison comme un poison lent. Le lendemain, à l'aube, je quittai l'appartement en silence, direction Lyon en TGV, le cœur lourd d'un plan qui me rongeait déjà. À Lyon, la ville bruissait d'une énergie contenue, avec ses traboules secrètes et ses bouchons matinaux qui rappelaient les embouteillages parisiens en pire. J'arrivai sur le plateau tôt, sous un ciel gris typique de la région, où les équipes installaient les caméras le long de la rue Mercière, transformées en décor pour la poursuite effrénée. Étienne Moreau était là, cigarette au bec, dirigeant d'une voix assurée, plus de tension, on sent le drame. Lara, en tenue de fuite, une robe simple qui soulignait sa grâce naturelle, répétait avec Lucas, son partenaire de scène, un jeune acteur issu de l'université de Lyon, tout en intensité juvénile. Je saluais tout le monde d'un air détaché, mon badge d'assistant technique passé autour du cou comme un talisman. Mon rôle ce jour-là consistait à superviser les effets, des fumigènes contrôlés et un mannequin pour l'impact. Mais sous le capot du véhicule de cascade,
j'opérais l'ajustement fatal, non pas un sabotage destructeur, mais une défaillance programmée, un relâchement du câble de traction qui, au bon moment, ferait dévier la voiture factice juste assez pour heurter un décor fragile, révélant au grand jour les coupes budgétaires d'Étienne. Rien de dangereux, juste assez pour transformer la prise en fiasco public, avec les caméras de sécurité qui filmaient tout. Sophie, la script, me demanda si j'étais sûr, je hochai la tête, feignant la routine. C'est du solide, comme un bon saucisson lyonnais. Le tournage commença sous les ordres d'Étienne, qui hurlait d'action, avec l'autorité d'un général. Lara bondit dans la voiture, son visage crispé par l'adrénaline du rôle, tandis que Lucas feignait la poursuite à pied. Tout se déroula comme prévu jusqu'à la courbe, le câble lâcha pile au timing, la voiture dérapa légèrement, percutant un faux mur qui s'effondra en cascade de plâtre et de lumière. Mais ce n'était pas le chaos escompté, pire, une caméra de surveillance, oubliée en marche, captura Étienne et Lara en aparté juste avant, un baiser volé derrière un camion, leurs murmures intimes amplifiés par le micro. Le plateau s'arrêta net, des murmures fusant comme des bulles de champagne éventées. Étienne pâlit, ordonna un arrêt, mais le mal était fait, un technicien, Jean, avait déjà vu l'enregistrement et le diffusait discrètement sur son téléphone. Lara, sortie de la voiture ébranlée, chercha mon regard, je feignis l'inquiétude, l'aidant à se relever avec une tendresse feinte. « Ça va, ma chérie ?» Juste un pépin technique. Mais intérieurement, je bouillonnais de cette victoire amère. Le soir, de retour à l'hôtel près de la Saône, elle s'effondra en larmes, me confiant enfin la vérité, c'était une erreur, Fabrio, une faiblesse passagère. Étienne promettait le monde, mais c'est toi que j'aime. Ces mots me transpercèrent, mi-vérité, mi-excuse, et je la serrai contre moi, murmurant des pardons que je ne ressentais pas pleinement. Les jours suivants, le scandale couva comme un feu sous la cendre. Des rumeurs filtrèrent vers Paris, via des contacts comme Pierre, qui avait vu la vidéo circuler dans les cercles du cinéma. Étienne tenta de minimiser, un accident de plateau, rien de plus, mais les médias, friands de drame, flairèrent l'affaire. Un article dans Le Monde du cinéma titra sur les coulisses tumultueuses, sans nommer encore, mais avec des allusions subtiles. Lara, rongée par la culpabilité, annula des auditions, nous rentrâmes à Paris en train, un voyage silencieux où elle essaya de recoller les morceaux avec des promesses de thérapie, des dîners aux chandelles chez notre brasserie préférée. Moi, je hochais la tête, planifiant la suite, exposer Étienne non par violence, mais par l'humiliation publique, en fuyant la vidéo anonymement vers un blog influent. C'était lors d'une projection test à la Cinémathèque que le nœud se resserra. Invités tous les trois aux ironies du destin, nous nous assîmes dans la salle obscure. Étienne, arrogant, ignora nos regards, Lara, tendue, serra ma main. Mais au milieu du film, un extrait piraté apparut sur les réseaux, la vidéo, avec sous-titres, montrant leur liaison. Les téléphones vibrèrent, les chuchotements enflèrent. Étienne se leva, blême, et quitta la salle en trombe. Lara murmura, « Fabrio, qu'est-ce que… » Je feignis l'ignorance, mais mon cœur battait la chamade. De retour dans notre appartement du 5e arrondissement, l'air semblait chargé d'électricité statique, comme avant un orage d'été sur la Seine. Lara arpenta la pièce, son téléphone en main, lisant les premiers commentaires venimeux, Moreau, le séducteur démasqué. Elle me lança un regard accusateur, les larmes aux yeux. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ? Tu as toujours eu ce talent pour les tours de main. » Je niai d'abord, puis avouai en partie, je voulais juste que la vérité éclate, Lara. Pas pour te punir, mais pour qu'on recommence à zéro. Elle s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains, évoquant nos souvenirs à Noël à la campagne chez ses parents, avec le foie gras et les chants provençaux comme si cela pouvait effacer la trahison. Étienne, de son côté, contre-attaqua avec fureur. Il appela Lara en pleine nuit, sa voix rauque filtrant à travers le haut-parleur, « Dis à ton mari d'arrêter ce cirque, où je ruine sa réputation de has-been. » Mais le mal était fait, les sponsors du film se retirèrent un, citant instabilité éthique. Un producteur ami, Jacques de l'Université de Lyon, me contacta discrètement, « Fabrio, ton sabotage technique a été subtil, mais la vidéo, c'est du génie noir. » Étienne perd son financement pour le prochain projet. Je raccrochai, un mélange de triomphe et de nausée au ventre. Lara, sentant le vent tourner, proposa une pause, allons à Bordeaux voir Marie, respirer l'air du vin et des vignes. Peut-être que là, on pourra parler vraiment. Le voyage en TER fut un calvaire doux amer. Assis face à face, nous parlâmes pour la première fois sans filtre, de ses doutes sur sa carrière,
de ma jalousie refoulée depuis mon licenciement, de comment Étienne avait su exploiter ses faiblesses avec des promesses de canne et de palme d'or. À Bordeaux, chez Marie, nous marchâmes dans les allées de vignobles, goûtant des vins corsés qui déliaient les langues. Marie, pragmatique comme une vraie bordelaise, nous conseilla « L'amour, c'est comme un bon millésime, il faut du temps pour mûrir, pas de la hâte. » Lara hocha la tête, me prenant la main, « Je t'ai blessé, Fabrio, mais je veux réparer. » Pour un instant, je crus à cette rédemption, aux nuits futures remplies de rires et de projets communs. Mais le répit fut bref. De retour à Paris, une invitation arriva, la première du film d'Étienne, amputée de scènes mais maintenue par orgueil. « Viens avec moi, pour clore le chapitre », implora Lara. Contre mon gré, j'acceptai, voyant là l'occasion de parachever mon plan. La soirée du 14 juillet approchait, et Étienne avait choisi ce jour symbolique pour la projection au Grand Rex, mêlant feu d'artifice et glamour. Sophie, la script, m'avait glissé un indice, Étienne préparait un discours pour minimiser le scandale, accusant un complot interne. Je contactai anonymement un journaliste de Télérama, fuyant des preuves supplémentaires des mailles intimes entre eux, trouvées dans un dossier oublié sur le plateau. La nuit de la première, Paris pétaradait de joie nationale. Nous arrivâmes en taxi, Lara sublime dans une robe bleu-blanc-rouge, moi en smoking usé mais digne. La salle bruissait d'invités, Lucas, Jean, même Pierre au bar. Étienne monta sur scène, micro en main, prêt à son laïus. Mais au moment où il ouvrit la bouche, l'écran derrière lui s'alluma sur la vidéo hackée en direct, diffusée en boucle. Les rires étouffés se muèrent en huées, Étienne bafouilla, son visage décomposé projeté en gros plan. Lara se raidit contre moi, non, pas comme ça. Je la retins, murmurant, c'est fini, maintenant. Le chaos éclata, flash de photographe, cri de surprise. Étienne quitta la scène, humilié, son rêve de retour en gloire réduit en cendres publiques. Les jours qui suivirent la première furent un tourbillon de répercussions, comme les vagues de la Garonne après une crue. Étienne disparut des radars, plus de tweets arrogants, plus d'interviews télévisées où il disséquait Godard. Au lieu de cela, des articles assassins fleurirent, le roi déchu du cinéma français dans Libération, avec des analyses pointant ses méthodes de casting douteuses. Ses projets s'évaporèrent, un fonds européen retira son soutien, citant un manque de transparence. Moi, je gardais profil bas, reprenant des gigs freelance pour des pubs sur les fromages AOP, mais intérieurement, la victoire sonnait creux. Lara errait dans l'appartement, évitant les miroirs, ses auditions annulées par ricochet. Tout est ma faute, répétait-elle, et je la consolais, mi-vrai, mi-théâtrale, on rebâtira, ensemble, comme au début. Un appel inattendu brisa la routine, c'était Lucas, le jeune acteur, qui avait vu la vidéo et admiré mon coup d'éclat. Fabrio, t'es un légende discrète. Mais Étienne prépare une contre-attaque, il va porter plainte pour diffamation, viser le sabotage. Mon estomac se noie, j'avais été prudent, masquant mes traces via des proxys en ligne, mais le risque planait. Lara, apprenant la nouvelle, paniqua, si on te traîne en justice, notre vie s'effondre pour de bon. Nous passâmes la soirée à débattre, autour d'une quiche lorraine réchauffée, pesant les options enfuir à la campagne, ou affronter. Je t'aime trop pour te laisser seule là-dedans, dit-elle enfin, et pour la première fois depuis des mois, je crus à sa sincérité. Pourtant, le doute persistait. Je fouillais ses messages, trouvant un texto effacé d'Étienne, « Reviens-moi, on recommence ailleurs ». La trahison, encore fraîche, raviva la braise. Au lieu de confrontation, je décidai d'accélérer, contacter Marie pour un alibi familial à Bordeaux, et fuiter une dernière preuve à un enregistrement audio de leur rendez-vous coquin, anonyme vers un podcast People. Sophie m'aida, par loyauté envers Lara, il mérite cette chute, après ce qu'il a fait à tant d'autres. L'opération fut rapide, comme un express de Lyon à Paris. Le scandale rebondit lors de la rentrée cinématographique, en septembre, avec la foire du livre à Lyon où Étienne tentait un caméo littéraire pour se refaire une image. Devant un public clairsemé, son discours fut interrompu par des projections pirates sur les écrans géants, l'audio, clair comme du cristal, révélant ses manipulations. Les rires fusèrent, puis les sifflets, un critique influent quitta la salle en secouant la tête. Étienne, livide, balbutia une excuse bidon sur un montage malveillant, mais le mal était irrémédiable. Son agent le lâcha publiquement le lendemain, invoquant perte de crédibilité. À Paris, Lara et moi suivions l'affaire à la télévision, chez Jean pour un apéro improvisé. « C'est fini pour lui », murmura-t-elle, serrant ma main,
mais ses yeux trahissaient un mélange de soulagement et de pitié. Cette nuit-là, allongée dans le lit, elle se blottit contre moi, merci de m'avoir protégé, même si c'était par la douleur. Nos corps se retrouvèrent dans une tendresse hésitante, comme un premier baiser après une dispute. Mais au matin, un colis anonyme arriva, une lettre d'Étienne, rageuse, promettant vengeance. « Tu as volé mon visage, je prendrai le tien. » Le frisson me parcourut, mon plan, si méticuleux, ouvrait sur un abîme imprévu. L'automne s'installa à Paris avec ses feuilles rousses le long des boulevards, et une brume qui enveloppait nos incertitudes comme un voile. La lettre d'Étienne me hanta, je la relus 100 fois, analysant chaque mot comme un scénario défaillant. Lara, sentant mon tourment, insista pour une escapade, allons à Marseille, respirer l'air iodé, manger des bouillabaisse qui réchauffent l'âme. J'acceptai, espérant que le Mistral chasserait les ombres. En TGV, nous parlâmes de tout, de ses rêves d'enfance à la Sorbonne, de mes nuits blanches à bidouiller des maquettes pour des courts-métrages oubliés. On pourrait ouvrir une petite agence d'effets, toi et moi, proposa TL, et l'idée, simple, illumina son visage. À Marseille, chez une amie de Marie, Sophie au nom, attends, c'était clair, une costumière croisée sur un plateau où nous nous promenâmes sur le vieux port, observant les pêcheurs décharger leurs filets. Lara rit pour la première fois sincèrement, évoquant la fête de la musique où nous nous étions embrassés sous les étoiles. Mais le répit vola en éclats, un appel de Pierre, paniqué, Étienne a engagé un privé pour te pister. Il sait pour le sabotage du câble. Mon sang se glaça, j'avais sous-estimé sa rancune. De retour à l'hôtel, Lara pleura, c'est ma faute, tout ça. J'ai tout gâché. Je la réconfortai, mais décidai intérieurement de contre-attaquer une dernière fois au non-parraine, mais pour clore définitivement. Le plan mûri lors d'une veillée solitaire, infiltrer le prochain networking d'Étienne, un dîner privé à l'Opéra de Lyon, via Lucas qui m'invita comme consultant. Là, entouré de producteurs en costumes impeccables, je glissai un USB piégé dans son ordinateur un virus bénin qui, activé, diffuserait tous ces mails compromettants sur un forum branché du cinéma. Jean, présent comme invité, couvrit mes arrières, t'es courageux, Fabrio, mais risqué. La soirée fut tendue, Étienne, distant, m'ignora, mais Lara, venue en soutien, capta un échange complice entre lui et une nouvelle assistante. Il n'apprend pas, murmura-t-elle, blessée. Au signal, le virus frappa, pendant son toast, les écrans du dîner s'illuminèrent de confessions à avance indécentes, pot de vin pour rôle. Le silence tomba, puis l'indignation, un producteur se leva, c'est inacceptable. Étienne, figé, vit son réseau se déliter en direct, poignée de main devenant regard froid. Il me toisa, comprenant enfin, toi. Mais avant qu'il n'agisse, la police culturelle intervint une plainte anonyme pour harcèlement. Humilié, il quitta la salle, son statut de maître réduit à celui d'un paria. Lara, témoin de tout, me prit à part, c'est trop, Fabrio. Cette vengeance nous consume. De retour à Paris, notre couple vacillait. Elle proposa une thérapie de couple, inspirée d'un atelier à l'Université de Paris. Lors de la première séance, nous déballâmes nos peurs, ma peur de l'abandon depuis l'enfance, sa quête de validation dans un monde impitoyable. Je t'aime, mais cette ombre nous suit, avoua-t-elle. Je hochai la tête, sentant le poids de mes actes. Pourtant, une nuit, un message anonyme, Étienne prépare un suicide médiatique ou une confession pour te couler. Le climax approchait, menaçant de tout engloutir. L'hiver pointa son nez avec Noël approchant, et Paris se parait de guirlandes comme pour masquer ses cicatrices. La confession d'Étienne fuitait, une interview exclusive à France Inter, où il se posait en victime, accusant un ex-mari jaloux de sabotage et de chantage. Mon nom n'était pas cité, mais les détails le câble à Lyon, la vidéo pointait vers moi. Lara, terrifiée, appela Marie, il faut qu'on parte, avant que ça n'explose. Mais fuir aurait été admettre la défaite, au lieu, je contactai un avocat ami, François de la Sorbonne, pour contrer, on peut prouver que c'est de la diffamation pure. Les jours devinrent une danse sur des braises. Lucas m'avertit, Étienne rassemble des témoins contre toi. Sophie, loyale, fournit des logs prouvant que les fuites venaient de son propre camp ou une assistante rancunière. Lara et moi, unis dans l'adversité, passâmes des nuits à préparer notre défense, autour de vin chaud et de bûches de Noël maison. Peut-être que cette épreuve nous rend plus forts, dit-elle un soir, et je l'embrassai, sentant un espoir fragile renaître. Mais le doute persistait, et si Étienne gagnait, ruinant non seulement ma carrière, mais notre futur?
Le dénouement survint lors d'une audience préliminaire au tribunal de Lyon, en janvier, sous un ciel pluvieux qui lavait les rues. Étienne, amaigri, se présenta avec son avocat, clamant mon sabotage comme un complot. Mais quand vint mon tour, François présenta les preuves irréfutables, enregistrement montrant Étienne forçant Lara, maille de menace contre moi. La salle murmura, le juge, impressionné, classa l'affaire pour manque de fondement, ordonnant à Étienne de cesser ses accusations. Dehors, sous la pluie, Lara m'étreignit, c'est terminé. Il a perdu tout. Étienne, passant près de nous, murmura d'une voix brisée, tu m'as pris mon visage, mon honneur mais garde-la, elle ne vaut pas la peine. Ce face-à-face fut le point de non-retour. Étienne s'effondra publiquement peu après, un communiqué laconique annonçant sa retraite, suivi d'un exil discret en Provence. Son dernier film, monté à la va-vite, fut un flop retentissant au César, moqué pour ses effets ratés. Moi, je repris du service, consultant pour une série sur Netflix tournée à Marseille, avec Lara à mes côtés en guest. Notre amour, égratigné mais vivant, fleurit dans les petites choses, un pique-nique à Pâques dans le jardin des Tuileries, des projets de court-métrage ensemble. Pourtant, dans les silences, je sentais l'ombre, ma vengeance, juste mais corrosive, avait changé l'homme que j'étais. Un soir de printemps, lors de la fête de la musique, nous dansâmes dans les rues, comme au début. Lara murmura, merci de m'avoir sauvé de moi-même. Et je sus que, malgré les cicatrices, nous avions gagné une seconde chance. L'été revint avec sa chaleur languide, et Paris s'ouvrit comme un livre bien lu, page cornée mais familière. Étienne Moreau n'était plus qu'un fantôme, des rumeurs le disaient consultant anonyme pour des pubs télé, loin des spotlights. Son perte de face était totale non une cicatrice physique, mais une érosion sociale qui l'avait relégué aux marges du milieu. Lara, libérée, décrocha un rôle principal dans un drame intimiste tourné à Bordeaux, sous la direction d'une réalisatrice montante, sans drame ni passion toxique. Moi, Fabrio, je me recentrais sur l'essentiel, des effets spéciaux pour des documentaires sur le Tour de France, des soirées calmes avec elle, à déguster des escargots en sauce et à rêver d'un enfant, peut-être, pour ancrer notre histoire. La vengeance, une fois consommée, laissa un goût aigre-doux, comme un vin trop tannique. J'avais visé l'humiliation ou le scandale public qui avait érodé sa réputation, fermé des portes, forcé des excuses larmoyantes dans des interviews oubliées. Pas de sang, pas de fracture, juste l'écho d'un empire qui s'effrite sous les regards moqueurs. Lara et moi, nous nous reconstruisîmes pas à pas, une thérapie hebdomadaire à l'université de Paris, où nous apprîmes à pardonner sans oublier. Tu m'as rendu meilleur, me dit-elle un jour, lors d'une promenade au but de Chaumont, et je crus enfin à ces mots. Pourtant, des nuits, le doute me réveillait, avais-je franchi une ligne morale, transformant la douleur en poison? Étienne, dans sa chute, avait-il mérité tant de fiel? Mais en regardant Lara rire devant un film de Romer, je chassais ses ombres. Notre amour, forgé dans le feu, était plus résistant qu'avant à un baguet frais, croquant sous la dent. Lors du 14 juillet suivant, nous regardâmes les feux d'artifice depuis notre balcon, toast à la main. À nous, aux illusions qu'on choisit, proposa TL. Je trinquai, le cœur léger, la revanche avait clos un chapitre, mais un nouveau s'ouvrait, sans regret ni chaîne. Aujourd'hui, en 2024, alors que je rédige ces lignes près de la fenêtre, Lara prépare le dîner ou une ratatouille provençale, parfumée à l'origan. Le téléphone sonne parfois, des offres pour elle, des collaborations pour moi. Étienne? Un nom effacé des génériques. Et moi, je sais que la vraie victoire n'est pas sa perte, mais notre survie, entrelacée dans le tissu fragile de la vie.